je pense depuis quelques mois maintenant, paradoxalement, alors que j'ai repris, puis j'ai emprunté, j'arrive à faire un petit pas de recul en disant, si tu regardes que tes tableaux de gestion, tes chiffres, tes trucs et tout, tu vas te perdre. Continue à te concentrer sur ce que tu fais, ce qui fait que ça fonctionne. La valeur politique qui m'anime le plus, moi, c'est vraiment le compromis. C'est le consensus, mais au sens helvétique de la chose. On le voit au niveau fédéral, on le voit aussi au niveau cantonal, mais au niveau communal, on a tendance à le sous-estimer. Mais il y a vraiment possibilité de trouver des solutions en mettant tous les partenaires ou tous les partis autour de la table. Salut Maxime. Salut Maxime. C'est un plaisir de te recevoir dans le podcast In Progress. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Je commence toujours par présenter un peu mes invités, brièvement. Donc si j'oublie quelque chose, tu n'hésites pas à me dire. Maxime Paquier, tu es directeur de Viva Gruyère SA. C'est 2 centres de vacances à Charmey, accueillant groupes, écoles, familles, séminaires en tout genre. Basé donc du coup en Gruyère. Avant, tu étais ancien chef du service de la jeunesse de la ville de Bulle. Exact. Tu as choisi de reprendre l'entreprise familiale suite à un besoin de changement. Tes valeurs, authenticité, honnêteté, flexibilité et surtout reconnaissance de tes limites. On y reviendra. Parcours marqué par du coup une succession de petites décisions qui ont donné du sens à la trajectoire générale. Ton mantra, il est simple, il faut oser. Est-ce que j'oublie quelque chose pour te présenter brièvement? Non, c'est très complet. Magnifique. Trop bien. Du coup, on va peut-être commencer par la base. Qu'est-ce qui t'a poussé? Donc aujourd'hui, tu es passé, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu es passé d'un poste de fonction dans une ville à diriger une structure. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ton poste dans la fonction publique pour du coup reprendre l'entreprise familiale? Il y a 2 raisons principales. La première, ça faisait 5 ans et demi que j'étais en place comme chef de service pour la ville de Bulle, pour la jeunesse. Et j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour des choses. Okay. Autant il y avait 1 ou 2 projets qui étaient un peu nouveaux, qu'il a fallu mettre en place. Généralement, la première année, tu regardes comment ça se passe. La deuxième, tu corriges. La troisième année, tu pérennises. Et puis finalement, il y avait 1 ou 2 gros projets. Puis j'arrivais à la fin de la mise en place et puis de la stabilité de ces projets-là. Donc, j'avais l'impression, au niveau du job que j'effectuais, d'avoir fait le tour. Okay. En parallèle de ça, on a eu une discussion familiale. On a vraiment fait une petite cellule avec mes 2 sœurs, avec mes parents. Et puis, en gros, on a tout mis à plat. Mes parents avançaient dans l'âge. Ouais. Et puis, ils nous ont posé de manière très cash la question, finalement, est-ce que l'un d'entre vous est intéressé à reprendre l'entreprise ou pas? Ok, ouais. Et on a vraiment eu cette discussion-là. Et puis, ça arrivait, cette discussion, au même moment où moi, je posais des questions. Exactement. Je commence à me positionner un peu, à dire, mais est-ce que je vais continuer? Et finalement, c'est vraiment pas arrivé par hasard. Le timing était relativement bon. Il n'a pas toujours été, on y reviendra peut-être, puisque j'ai repris la boîte en 2019. Voilà, bonne année. Voilà, février 2020, il fallait tirer la prise. Donc, on a connu mieux au niveau timing. Ouais, incroyable. Du coup, la discussion familiale, donc juste pour comprendre, tes parents avaient créé la société. Combien d'années ça a Viva Gruyère aujourd'hui? En tant que société, c'est assez récent parce que moi, je voulais reprendre une structure. Ok. En fait, mes parents, ils avaient des sociétés simples. Ouais. Entre guillemets, ils avaient encore une 3e maison. On en a 2 à Charmey, puis il y en avait une à Aînay. Ok. Et pour simplifier, ma maman s'occupait d'Aînay, mon papa de Charmey. Ah ouais, d'accord, ok. Et puis, vous avez regroupé. Exactement. On a regroupé les choses. Mais ça fait, je sais pas, ils avaient acheté Aînay, mes parents, il y a peut-être 35 ans en arrière. En fait, ils avaient acheté cette colonie qu'ils exploitaient, qu'ils louaient. Ils proposaient un peu de service pension complète et tout, mais c'était encore anecdotique à l'époque. Et puis, mais ils ont toujours bercé un peu là-dedans. Et ça, c'est lié à mon grand-papa paternel, qui s'occupait du chalet du Chamois à Motelon. Excellent. Et mes parents, pour la petite histoire, se sont rencontrés parce qu'ils organisaient un camp. Je crois que c'était à Breux, il y a gentiment 55 ans. Et ils se sont rencontrés à ce moment-là. Donc, les 2, ils avaient déjà bercé un peu là-dedans. Ok. Vous avez grandi là-dedans, la famille? On a aussi grandi là-dedans. Ouais. Oui. Alors, à 13-14 ans, comme ado, on n'était pas franchement content d'aller de temps en temps donner un coup de main pour des ménages ou ce genre de choses. Mais assez rapidement, à Charmey, dans la grande colonie Les Dents Vertes, on a organisé nos propres camps à nous. Les camps Viva Gruyère, qui ont tenu 15 ou 16 ans. Ouais. Et on accueillait 1, 2, voire 3 semaines durant l'été des enfants de
principalement du canton de Fribourg. Et ça avait un gros succès. Excellent. Et puis on était avec ma grande sœur, qui a 2 ans de plus que moi, au début moniteur. Ensuite, on a repris la direction. Ensuite, il y a ma petite sœur, qui a 8 ans de moins, qui est arrivée, qui était aussi monitrice, qui a repris la direction. Et avec ma grande sœur, nous, à ce moment-là, on est passé en cuisine. Donc on a fait moi j'ai fait pendant 13 ans les camps. Donc on a toujours eu un pied là-dedans finalement. Excellent. Bah, c'est hyper formateur, hein, je pense. Complètement. Comment t'as, du coup, là, en 2019, tu reprends la structure juste avant le Covid, quoi, du coup. Oui. Comment t'as vécu au final cette transition, quoi, qui est quand même je pense, un mur, quoi. Tu t'es pris un double mur entre la fonction et entre la période. Complètement. Et puis, je reprends en 2019. Mon papa est encore bien dans la boîte. Ouais. Le but, c'est d'assurer cette transition. Je veux dire, on en parlait. Je savais un peu ce qu'il faisait. Hein. Je débarquais pas non plus de nulle part. Mais il y avait beaucoup de petites tâches quotidiennes ou des choses qu'on ne voit pas qu'il fallait appréhender. Ouais. Et puis, donc, sur 2019, il m'accompagne sur Charmey. Je m'occupe moins d'aînés à ce moment-là. C'est vraiment ma maman qui s'en occupe. Okay. Et puis, donc, on fait cette transition. Et puis, à fin 2019, en gros, il me dit, écoute, moi, je veux vraiment lever le pied maintenant. Donc, tu reprends un peu les choses, entre guillemets, seul, quoi. Et puis, t'attaques 2020. Et puis, février 2020, bam, quoi. Il y a les infos qui arrivent. J'accueille encore un groupe, je crois, début mars. Je crois que c'est le dernier groupe que j'accueille. Et puis, derrière, c'est fini. Et avec, dans notre secteur... Combien de temps ça a été un an de pause? On a pu, après, accueillir des groupes après quelques mois avec toutes les mesures qui étaient mises en place. Oh. Mais c'était très particulier. Il y avait cette notion au début que les enfants n'étaient pas touchés. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Donc finalement... Ah mais oui, bien sûr. Il y avait ça. Ouais. Donc finalement, s'ils mangeaient à la même table, c'était les mêmes enfants qui étaient dans la même chambre ensemble. Ouais. Donc en fait, c'était quand même possible. Mais il y avait des gestes barrières, ce genre de choses. On parle d'enfants. Je veux dire, c'était assez compliqué. Il y avait des protocoles. Moi, j'ai dû faire des plans sanitaires, de sécurité que je devais envoyer au groupe, qui devaient être validés, etc. C'était un peu particulier. Et puis au final, au quotidien dans la maison, alors il y avait un respect, que ce soit clair, hein, mais voilà, dans la limite de ce que peuvent comprendre et faire des enfants aussi. Mais ça a duré quand même pendant une bonne année. Hein. Ouais. Vraiment une bonne année. À un moment donné, ils ont retiré la prise une fois parce que ça repartait un peu en cacahuète. Ouais. Et puis finalement, après, j'ai l'impression que ça s'est détendu, entre guillemets, assez vite. Mais nous, on a vécu cette période où la limite de rassemblement nous concernait directement. Parce que quand ils sont descendus à 5 personnes maximum, les dents vertes, je peux accueillir 101 personnes. Oh, voilà quoi. Ouais. Et quand on entendait des autorités, ouais, il faut être créatif, il faut se réinventer. Non. Dans mon secteur, c'était pas possible. C'était simplement pas possible. Donc là, on était à l'arrêt complet. C'est avec aujourd'hui, avec le recul, du coup, tu as l'impression que c'est plus facile, du coup, aujourd'hui, ou bien que tu as commencé dans le dur et puis qu'aujourd'hui, ça roule, ou bien tu es quand même confronté, je pense, à des challenges au quotidien et puis à... Alors, il y a d'autres challenges, ouais. C'est clair. Il y a des défis, des modifications de loi, par exemple. Ouais, ok. Il y a eu une application très stricte dans le canton de Fribourg de la loi sur la gratuité de l'école, qui finalement concerne indirectement les camps. Les camps verts organisés par les classes, où maintenant, il n'y a plus possibilité de demander aux parents une participation pour les camps. La seule participation financière qu'il est possible de demander, c'est le repas. Ouais, juste. Le repas par jour. Et le reste, c'est dire qu'ils doivent un peu bricoler. Et puis, cette application, je leur dis, très stricte au niveau du canton de Fribourg, alors qu'ils auraient pu un peu jouer la montre ou la jouer un peu plus soft, ben, ça a eu un impact direct sur certaines communes qui disaient, mais... on peut plus faire les camps. Nous, on peut plus, quoi. Ouais, bien sûr. Après... De nouveau, ça dépend aussi pas mal de la commune, c'est clair, mais aussi des enseignants qui finalement ont trouvé des moyens de faire des ventes de gâteaux, de faire tout d'un coup un petit concert, etc. et tout. Mais du coup, aux enseignants d'être créatifs pour exactement, financer les camps, et de ne pas être découragés, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il y a des défis au quotidien. Là, actuellement, il y a un mouvement de pensée au niveau des syndicats d'enseignants sur la possibilité d'uniformiser les vacances en Suisse romande. Et puis tu te dis, bon, finalement, c'est pas si grave. Maintenant, on a des décalages, Vaud, Genève, Neuchâtel, etc. et tout. Vraiment. Et typiquement pour nous, ouais. C'est top si elles sont décalées, ces vacances. Bien sûr. Et c'est chouette parce que théoriquement, ça nous permet d'accueillir durant une plus longue période différentes classes. Mais s'ils ont tous les vacances en même temps, ils voudront tous les mêmes semaines de camp vert. Ouais. Et puis c'est dire que les associations, les fondations qui viennent durant les vacances scolaires, elles voudront exactement toutes les mêmes semaines aussi. Ouais. Donc là, ça peut être un défi et nous, on doit rester attentifs à ce genre de choses qui ont l'air de rien parce qu'on en parle un peu sans en parler, mais ça peut avoir un impact direct chez nous. Bien sûr, parce que si tu n'as plus qu'un mois de remplissage au lieu de 2,5, ça change. Hein. Ça change la donne, quoi. Ouais. Après, ce sera peut-être aussi à nous de draguer différemment nos publics cibles. Ouais.
On a, durant le temps scolaire, énormément de camps verts. En janvier, février, moi je bosse bien avec les camps d'hiver encore. On a étonnamment eu deux hivers de suite qui étaient assez corrects. Et j'ai des établissements qui font encore des camps de ski. Ok. Et ça, on l'oublie un peu. Et ils viennent pas de Schaffhouse, hein. On parle canton de Fribourg, Ok, trop bien. canton de Vaud. Et ça, c'est plutôt chouette. Il y a aussi un effet rassurant finalement de la proximité. Charmey, c'est pas si loin. Mhm. Je pense qu'au niveau des inquiétudes que ça pourrait susciter auprès des parents, des enseignants, de se dire, mon Dieu, on part au fin fond du Valais une semaine, s'il arrive un pépin, etc. Là, ils sont à Charmey. On a une situation assez centrale. J'allais dire, dans la région, il y a d'autres organismes comme vous ou... Oui, on est en Gruyère. Les hébergements collectifs, la plupart, ils sont en Gruyère. On en a beaucoup en Gruyère. Il y en a quelques gros ailleurs, notamment le campus du Lac Noir, qui est vraiment une grosse structure. Mais en Gruyère, on a beaucoup d'hébergements collectifs. Après, des professionnels comme Viva, il n'y en a pas des masses. On se retrouve assez vite avec des chalets de ski club qui finalement Ouais, sont ok. loués sur le week-end. C'est une équipe bénévole qui s'en occupe et ils font un sacré job. Mais c'est pas leur gagne-pain finalement. Donc il y a peut-être un peu moins d'accent qui est mis là-dessus. Alors que nous, c'est notre quotidien. Parce que toi, du coup, ton quotidien, si on doit le résumer de manière... Juste pour qu'on comprenne aussi ce que c'est de gérer... c'est pas juste d'ouvrir... c'est pas un Airbnb où on ouvre la clé et puis on dit bonne semaine, Non, quoi. non, complètement. Sachant que à Charmey ou d'Anvers, je propose la pension complète. Et de plus en plus de groupes qui viennent la veulent. Parce qu'il est un peu plus compliqué aujourd'hui de trouver des parents, grands-parents ou des amis qui viennent bénévolement une semaine faire la cuisine. Ouais, clairement. Sachant qu'en plus de ça, depuis quelques années, il ne faut pas oublier, quand je vois la liste des menus et tout ça, en retour, j'ai la liste des régimes alimentaires spéciaux et intolérances diverses. Qui évolue aussi, Ouais, ça évidemment. commence à devenir sport. Et ça, j'ai l'impression que ça retient aussi les bénévoles qui venaient avant faire le plat de spaghetti bolo. Ouais, bien sûr. Maintenant, il faudra faire attention parce que y a les allergies à la tomate, il y a ceux qui mangent sans viande, il y a ceux qui n'ont pas de gluten, ceux qui ont l'intolérance au lactose, ceux qui... Ouais, l'adaptation, elle est lourde, hein. Ouais, ça Puis commence à devenir financière compliqué. aussi, j'imagine, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même x3 d'ingrédients, x3 de tout, quoi. Tout à fait, il faut Ouais. faire des alternatives à chaque fois. Ouais. Et puis donc là, maintenant, ce que j'ai fait depuis 1 année et demie, 2 ans, j'ai optimisé tous mes plats. Moi, finalement, je tourne avec 10-12 plats parce que chaque semaine, les groupes changent. Donc, je refais toujours la même chose. Ça, c'est clair, c'est pas un problème. Et puis, j'ai optimisé au maximum ce qu'il fallait faire pour éviter et contourner ces intolérances, ces allergies graves et tout ça. Donc maintenant, honnêtement, c'est bien en place, ça fonctionne bien. T'as vu que t'as une équipe fixe ou bien c'est tous des gens qui viennent quand il y a au final, quand c'est rempli ou Ils viennent à la demande. à la demande. Ouais, Ok. j'ai un groupe WhatsApp avec des dames de Charmey et puis avec des étudiantes. Et puis en gros, moi je fais un planning des saisons, donc sur l'hiver, sur le printemps, et puis je note les dates et puis je demande les dispos. Et puis en gros, elles s'inscrivent comme ça, puis après on affine les horaires en fonction du retour des groupes. Si tout d'un coup ils veulent un pique-nique, ils veulent déjeuner plus tard, plus tôt, etc. Et puis je touche du bois, pour l'instant ça fonctionne bien comme ça. Ok, trop bien. Avec du recul entre où tu étais avant à aujourd'hui, ça a été quoi, hormis la période Covid, ça a été quoi ton plus gros challenge si tu devais Euh, en résumer un? Ce qui est drôle, c'est qu'au service de la jeunesse, on avait des horaires, mais sans avoir des horaires. On travaillait beaucoup en soirée, Ouais. beaucoup sur le week-end. Donc finalement, tu n'es pas forcément à 7h15 au bureau le matin, sachant qu'il y a une soirée spéciale avec les jeunes, puis que tu finis à 22h. Et puis là, de devenir tout d'un coup ton propre chef, finalement, ce côté indépendant, il a fallu aussi un peu de rigueur pour s'organiser, pour t'obliger à te fixer, entre guillemets, des horaires. Ouais. De dire, oui, le lundi après-midi, mais en fait, il faut faire de l'admin. Il faut vérifier les facturations, les paiements, ce genre de choses. Et puis ça, tu dois te l'imposer parce que sinon, tu fais un petit peu tous les jours, mais un petit peu, ça veut dire souvent pas. Tu soulèves un point, je trouve, qui est hyper important. Moi, il m'a fallu des années pour... et encore, mon système est toujours un peu... comment dire? Je suis pas militaire dans la structure, c'est-à-dire que je me laisse libre, mais c'est vrai que je trouve que c'est un truc hyper important, c'est que quand tu deviens indépendant ou ton propre patron, il n'y a plus personne en dessus pour dire je t'attends à 8h30 ou ton travail il est entre là et il n'y a plus de barrière. Et puis souvent on le voit comme la liberté. Oui. Alors qu'en fait ça peut devenir très vite un gros problème parce que selon le caractère que tu as, selon comment tu travailles, tu peux aussi ne rien faire pendant 5 jours. Oui. Et ça peut mettre en péril beaucoup de choses. Et c'est vrai que l'autodiscipline,
c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert et il faut se mettre des coups de bâton des fois. Complètement. Alors, moi, je regarde, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des périodes, j'en parlais, qui sont un peu plus chargées que d'autres. Janvier, février, on travaille bien. À partir d'avril, début avril jusqu'à fin octobre, c'est quasi non-stop en termes d'occupation, mais avec des périodes où je fais à manger, des périodes où je fais pas à manger. Et je vois, finalement, si je prends janvier, février, j'ai 5-6 semaines à la suite où je suis en cuisine. C'est des grosses journées. Mais les temps de libre que j'ai pendant ces journées-là, je les utilise pour travailler. Parce qu'en gros, je suis en mode, OK, tu y vas maintenant. Ouais. T'es Par- dedans. T'es dedans, et Ouais, puis ouais. tu utilises ton temps, tu as 2 heures de pause. Vas-y, profite pour vérifier tes offres, etc. Puis tu continues. Je lâche pas. Durant ces temps un peu blocs, je lâche pas. Par contre, dès que ça se calme un peu, typiquement au mois de mars, alors là, j'ai tendance Ouais. à vraiment devoir avoir besoin aussi de relâcher un peu, quoi. Parce que vous avancez par bloc un peu dans l'année, ça fait. C'est un peu ça, en gros, Ouais, ouais. ok. On a vraiment des moments, le mois de mars, c'est toujours un peu compliqué. On fait un ou deux week-ends, mais on fait rien de trop spécial Ouais. en mars en termes de location. C'est un peu tard pour le ski, c'est trop tôt pour les camps verts. Après, effectivement, avril, mai, juin, on a tous ces camps verts où là, on travaille bien. C'est une grosse période. Et puis, dès qu'on arrive sur l'été, on est sur de la location pure, où on a des formations chorales, instrumentales, des camps de village. Il y en a encore qui existent, des institutions qui viennent. Et puis là, c'est du samedi au samedi. Puis on tombe un petit peu dans le cliché de je donne la clé le samedi, je la récupère le samedi d'après. Ok, ouais. Sachant que bien évidemment, je suis sur appel à dispo, parce que dans une maison de 101 lits, il y a toujours des choses à faire. Tu Et m'étonnes. voilà, il y a toujours un appel parce qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc et je passe naturellement pour les voir. Il y a aussi tout ce qui est entretien extérieur. Ouais. À un moment donné, il faut le faire. Il y a 11 000 mètres carrés de terrain. Donc, ça s'entretient, ça se tond, il faut se bouger. Donc, il y a tout le temps, mais c'est un peu plus calme. Et puis en septembre, ça reprend un peu, septembre, octobre, où de temps en temps, il y a de nouveau des pensions. On arrive en novembre où c'est vraiment le creux absolu. Novembre, il y a 2-3 week-ends, mais c'est pas grand-chose. Puis décembre, la même chose. Ouais, En ok. décembre, ça bouge pas. Donc, toi, aujourd'hui, t'es un peu homme orchestre dans le sens. Non, mais t'es autant dans l'opérationnel que dans la gestion. Complètement. Donc, admin, gestion et opérationnel, Oui. t'es un peu sur tous les fronts. Sur tous les fronts. J'ai le soutien de ma maman pour tout ce Ok. qui est comptabilité. Ouais. Donc, elle s'occupe vraiment de la compta. Donc, c'est elle qui gère ça. Et puis mon papa, en fait, il est là. C'est quelqu'un de précieux en termes d'expérience. À un moment donné, De moi, conseils aussi. de conseils. C'est Dès que j'ai important, de nouvelles quand- idées, ouais. je me tourne vers lui. Je dis, mais je pensais faire ça. Tu penses quoi? Ah, j'ai essayé il y a quelques années. Écoute, ça n'a pas pris, mais c'est peut-être différent. Et on échange énormément avec mes parents. L'oreille, avoir une oreille attentive quand on entreprend, c'est toujours hyper important parce que souvent on entend les entrepreneurs qui sont solos dire qu'ils ont de la peine à pas avoir quelqu'un qui comprend. Alors, tu peux parler à quelqu'un d'autre, mais en même temps ton métier il est tellement spécifique que d'avoir quelqu'un qui a le même métier, c'est quand même une sacrée valeur, quoi. Complètement. Ouais. Parce qu'effectivement, moi, je dis toujours en rigolant, j'ai des potes qui savent toujours pas ce que je fais. Ouais, ouais. Oh, mais en fait, t'as un travail à côté. Ok. Quand on a 95 pendant une semaine et puis que t'as sur la cuisine, l'intendance au sens large et tout, non, t'as pas un métier à côté. C'est ça ton job, quoi. Sachant que tu continues à suivre l'admin en parallèle parce que des demandes pour des offres, il y en a tous les jours. Je reçois tous les jours. Donc, c'est un travail vraiment au quotidien, mais c'est, comme tu l'as relevé, un secteur assez particulier. C'est un peu niche, hein. C'est très spécial. Et puis, les possibilités d'échange avec les collègues, elles sont pas. Il y en a quelques-unes, mais elles sont pas très nombreuses. Ouais. Donc, il y a des fois un peu ce sentiment de se retrouver un petit peu seul, quoi. Avec le recul, j'ai une double question. Tu passes de, aujourd'hui, c'est ta responsabilité. Donc, je pense qu'aussi au niveau de la tête, au niveau de ce qui se passe, il y a plus de charge, il y a plus de pression, il y a plus de responsabilité au niveau de la structure, mais aussi au niveau, je pense, de la famille, parce que c'est quand même une boîte familiale. Comment, ça, avec du recul, tu arrives à bien le gérer ou c'est quelque chose qui te pèse justement d'avoir cette pression au quotidien, de se dire, en fait, si moi je lâche, il y a tout qui... Parce que je pense que tu es quand même une pièce maîtresse de l'échiquier. Donc ça, avec du recul, tu le gères bien, cette pression ou cette passation, on va dire. Il y a des périodes qui sont un peu plus compliquées. Ouais. En début d'année 2025, je reprends formellement la boîte, c'est-à-dire que je la rachète à mes parents. Ouais, ok. Il y a des bâtiments dedans qui ont aussi une certaine valeur, hein, bien évidemment. Donc, j'emprunte à la banque pour pouvoir payer mes parents. Et puis, cet emprunt, il faut le rembourser. Il
faut le rembourser sur un certain nombre d'années. Et là, tu as tout d'un coup, alors la pression de faire du chiffre, Un elle peu est l'épée de naturellement là, Damoclès qui arrive, hein. mais complètement. Ouais. Et là, tu te dis, OK, j'ai tant d'années pour rembourser, donc il faut pas déconner maintenant. Il faut y aller, quoi. Quand tu envoies une offre et puis que finalement on te dit, ah non, ça correspond pas, c'est pas la bonne période, ou bien on pensait pas que c'était ça et tout. En fait, là, tu vois un peu les chiffres qui disparaissent. Puis tu dis, OK, donc là, cette semaine, il faut que je la fasse. Elle peut pas être vide à ce moment-là. Parce que justement, tu parles d'épée de Damoclès, puis c'est exactement ça. Par contre, ce qui a aussi changé, c'est qu'avant, c'était vraiment une entreprise familiale un peu, j'aime pas dire à l'ancienne parce que c'est pas dénigrant, hein, mais mes parents, ils avaient leur société simple, c'était un peu, moi, je voulais reprendre une structure, donc on a fait une SA. Ouais, ok. Ce qui permettrait à futur, potentiellement, de pouvoir Développer. alors développer, ou bien s'il y avait un gros problème ou un changement d'orientation Ah complet, oui, d'accord, de ouais. pouvoir la vendre en tant que structure. Et je voulais travailler avec une structure afin de faciliter ça. Ouais. Et on l'a vu au moment de la transmission avec mes parents, en fait, ça se prépare. Ça se prépare vraiment une transmission. Clairement. Idéalement, Et pas c'est sur 3-4 ans avant ouais, déjà, voilà. J'allais dire pas minimum, sur 6 mois, hein. complètement. Ouais. Et on a eu toute cette période, ce qu'ils appellent les fameux délais de blocage de 5 ans quand tu constitues une SA parce que tu n'as pas le droit de te faire n'importe quoi avec. Ça s'est terminé en mai 2024. Ouais, ok. Et puis c'était important finalement, mais parce qu'on avait réfléchi un peu en amont, puis qu'on a été très bien conseillé aussi. Ouais. Il fallait prendre en donner les compétences là où elles sont auprès des personnes qui connaissent et puis de ne pas avoir peur de dire, OK, on aimerait le faire au niveau familial, comment on le fait pour le faire au mieux ou le moins mal possible. Ouais, ben félicitations à vous d'avoir eu cette intelligence-là parce que c'est souvent c'est un sujet crucial, hein, la transmission, la passation, t'as aussi des frères, enfin des sœurs qui du coup ne sont pas dans la société. Donc il y a toutes des discussions qui entourent l'ensemble et c'est vrai que ouais, franchement, prendre 3 à 4 ans minimum pour le faire, juste pour que les discussions soient déjà posées et puis un peu comprendre les enjeux, les chiffres, etc. Aussi, parce que moi, du coup, j'ai vécu un petit peu la même chose que toi différemment. J'ai aussi racheté une société, puis du coup, il y a aussi des remboursements à la bien banque. sûr. Et effectivement, c'est quelque chose que tant que tu le vis pas, tu comprends pas. Mais tu te couches quand même chaque soir en disant, OK, on est le 25, dans 4 jours, il y a ça qui tombe. Enfin, et puis une fois que tu es dedans, c'est en continu. Oui, sans côté. Donc, Ah ouais. donc c'est vrai qu'il y a tout aussi de l'émotionnel, hein, qui se mélange là-dedans. Donc, si ça s'est bien passé, tant mieux, quoi. Vous avez bien fait, mais ouais. Et pour l'instant, ça se passe bien. Ouais. Je vais être honnête. Et puis, je pense depuis quelques mois maintenant, paradoxalement, alors que j'ai repris puis j'ai emprunté, j'arrive à faire un petit pas de recul en disant, si tu regardes que tes tableaux de gestion, tes chiffres, tes trucs C'est et tout, juste, ouais. tu vas te perdre. Ouais, c'est juste. Continue à te concentrer sur ce que tu fais, ce qui fait que ça fonctionne. Il y a un bon contact avec les groupes que je reçois, on s'entend bien. Avec 99% des groupes, ça se passe super bien. J'ai beaucoup de groupes fidèles, donc ils reviennent chaque année ou tous les 2 ans. Et s'ils reviennent, c'est qu'ils se plaisent. S'ils se plaisent, bien sûr qu'il y a Charmey, il y a la situation, la gruyère, il y a la maison. Et puis, j'ose espérer aussi, moi, finalement, te dire, voilà, la plus-value, elle est aussi là parce que je suis plutôt quelqu'un de sympa, j'ai l'impression, avec mes clients, même si certains, des fois, ils me challengent un peu. Et si ce contact, il est bon, finalement, c'est là-dedans que tu es bon. Donc, la focale, elle doit rester là-dessus. Aujourd'hui, ton but, c'est de stabiliser justement ce qui est en place ou tu as déjà des projets d'évolution ou de... Pour l'instant, pas. Ouais. Je suis un petit peu bridé par ces questions financières. Hein. Et il faut le dire. Aujourd'hui, s'il y avait possibilité d'acquérir une nouvelle maison et tout, peut-être que ça pourrait se faire. Mais pour l'instant, je suis encore plutôt dans la stabilité. Ok. Ce besoin de stabilité. On le vit aussi avec le changement climatique. Hein. À un moment donné, c'est une réalité chez nous. Je te disais que je travaille bien sur janvier-février. Peut-être que dans 4 ans, ça sera en fait, février, il n'y a plus du tout. Ouais. Et puis, c'est 3 semaines en janvier, puis c'est tout. Mm-hmm. Ce qui est chouette, c'est de pouvoir compter sur des prestataires, des partenaires qui développent à fond. Ok, ouais. Ouais, typiquement, Charmey qui se développe à fond. Tout à fait. Il y a clairement. Santé des toboggans qui arrivent. Ça, c'est incroyable. Et ça, en fait, ça fait venir du monde. Ou en tout cas, ça fait de la pub, de la visibilité. Ouais, chapeau à eux, parce que c'était pas la même situation il y a 10 ans en arrière. Hein. Complètement. Et ça, Donc, mon papa l'a vécu il y a 10 ans. Ouais. Quand ils ont dû tout arrêter, qu'il y a eu la faillite et tout ça, il y a une perte d'image pour la station que les gens n'imaginent pas. Ouais. Mon papa avait des téléphones de groupe suisse alémanique qui venaient depuis des années, puis disaient, ouais, Charmey, c'est fini maintenant. Puis ils disaient, mais non, c'est pas fini. Ouais, mais il n'y a plus rien. À ce qu'ils avaient entendu ou lu. Ouais. Là, tu dis, OK. Donc, en fait, la perte de crédit, elle va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine.
Ouais, puis là, c'est vrai que l'image, il y avait tout même nous, en tant que gruriens, il y a eu une période où on voyait pas comment la pente pouvait être remontée, entre guillemets. Donc. Et c'est quoi aujourd'hui pour toi s- ton cœur, il bat pourquoi dans ton métier? C'est quoi que tu préfères? C'est quoi vraiment qui t'anime au quotidien? Je- c'est un peu bête, mais je pense que c'est vraiment cette liberté. Ok. Je trouve que c'est incroyable. Ça fait maintenant depuis 2019 que je suis dans la boîte. Alors oui, on a connu Covid et tout, mais ce serait pas impossible, mais je pense que ce serait compliqué de revenir en arrière, Ouais, ok. d'avoir des horaires fixes. Quand je suis en cuisine, bah oui, je travaille sur les temps de midi, je rentre plus tard le soir, ce qui a aussi quand même un petit impact sur la vie familiale, hein. C'est des périodes où je vois moins mes filles, moins mon épouse, puis ça peut me coûter un peu sur la durée, mais je sais aussi pourquoi je le fais. Mais cette liberté-là, elle est incroyable. Vraiment, moi, c'est ce côté de l'indépendant que j'adore, vraiment que j'adore. Du coup, concernant la vie familiale, tu arrives du coup, à concilier justement ces horaires, ce travail qui est un peu, t'as pas des horaires fixes, comme tu l'expliquais, avec ta vie familiale au quotidien? Il a fallu s'adapter un peu. Au début, quand j'ai repris, il y avait peut-être pas autant de demandes de pension. Donc, des semaines où je suis vraiment en cuisine, où les horaires sont un peu particuliers. Il n'y en avait pas autant. Ça a pris de l'ampleur sur les dernières années. Ouais. Et en parallèle, mon épouse a eu plus de responsabilités dans son job, Ok. avec aussi d'autres shops. Elle est gérante de 3 magasins de fruits et légumes, avec 2 autres shops à Vevey et à Montreux. Donc, à un moment donné, il a fallu qu'on se dise, mais comment on va faire sur les semaines, typiquement où je suis en pension, sachant elle peut être appelée à terminer à 19h à Montreux tout d'un coup. Ouais, ok. Et on a beau avoir des structures, hein, extra-familiales qui sont en place, en ville de Bulle, avec 2 filles de 7 et 4 ans, on était un petit peu à la limite de ce qu'on pouvait faire. Parce que finalement, on était au travail, puis on engageait des babysitters, pas parce qu'on allait au resto, mais parce qu'on bossait. Puis là, on s'est dit que franchement, la boucle était un peu bouclée, mais négativement. Ouais. Et depuis une année maintenant, on a une jeune fille au père. Ok. Donc on a sauté le pas, on s'est dit, bah oui, on a regroupé les filles dans la même chambre, ça a pu libérer une chambre, puis on a une jeune fille au père qui vit avec nous à l'année en gros. Ok. Elle termine bientôt, fin juillet, puis début août, on a une nouvelle jeune fille au père qui vient aussi, parce que là on a gagné en flexibilité, en agilité, et on a besoin de ça, on a vraiment besoin de ça aujourd'hui, quoi. Bah, tu me tends la perche pour le prochain sujet. Tu es aussi pas que directeur dans ta vie professionnelle, tu es aussi engagé en politique à côté Oui. depuis de nombreuses années. Ça, bah voilà, ça touche pas directement l'entrepreneuriat, mais je trouve que c'est aussi c'est de l'investissement de soi. C'est comme être dans une association ou pour une ville. Tu arrives à concilier les deux aujourd'hui, si tu le fais par passion, enfin, qu'est-ce qui t'a animé à dire, parce que là, tu parles des accueils extrascolaires et je pense que le sujet des familles et tout ça, c'est un sujet qui est hyper important. Comment, voilà, comment t'as mis un pied là-dedans et puis comment tout ça se mélange aujourd'hui? En fait, à la base, moi j'ai fait des études de Sciences Po à l'Uni à Lausanne, donc je suis politologue de formation si on veut bien, mais surtout il y a toujours une curiosité, un attrait pour la chose publique au sens large. Ouais. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Lorsqu'il y avait les débats pour les présidentielles en France, par exemple, T'es fasciné? moi je trouve que c'est incroyable. Il y a ce côté un peu plus chaud, un peu plus spectacle. Ouais, clairement. Ouais. Et en Ouais. Suisse, c'est pas trop le cas, mais il y a quand même ça suscite quand même l'intérêt. De mon côté, ça a toujours été le Il y cas. a des influences qui sont en train d'arriver. Moi, je regarde aussi les campagnes américaines et en France, mais pour le côté communication, pour essayer de comprendre comment ils tirent comment c'est géré, comment c'est fait derrière. Ils sont très forts d'ailleurs, mais c'est très chaud, quoi. Ce qui arrive un petit peu chez nous, gentiment, un peu plus, mais les Suisses, on a quand même ce truc très posé. Complètement. Qui fait du bien aussi, il faut J'allais dire. dire, je pense que c'est pas un mal, hein. Ouais. C'est pas un mal, quoi. Ouais. Mais du coup, cet intérêt, il a toujours été là. Et puis, il y a un parti qui est venu me gratter en 2020, juste avant les élections de 2021. Ouais. Et puis, c'était une période où, en plus de ça, j'étais arrêté professionnellement. Et puis, je vais pas le cacher, il y a rien de dénigrant pour mon job, hein, mais je sentais que j'avais besoin de stimuli un peu plus importants. Challenge, ouais. Ok. Complètement. D'un point de vue intellectuel, quoi, d'être un peu challengé. Et puis ça fait partie de la décision parce que je m'étais plus ou moins promis de pas faire de politique. Ouais. De plutôt être un observateur
qu'un acteur. Ouais. Et puis à cette période-là, de nouveau, le timing était bon, alors que c'était un peu malheureux parce qu'il y avait Covid, mais finalement, on est venu me chercher à ce moment-là. Puis j'ai dit, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas, vas-y. Et puis, alors moi j'ai été élu au conseil général pour la ville de Bulle. J'ai repris en parallèle la présidence du centre pour la ville de Bulle, mais seulement une année, parce qu'en 21, il y a également eu les élections au Grand Conseil, où je suis pas sorti, mais j'ai fini premier viennent ensuite. Ouais. Du coup, derrière, on m'a proposé la présidence du centre pour le district. Puis ça s'est fait un peu comme ça par étapes, mais très vite. Peut-être, en toute honnêteté, aussi un peu trop vite. Ouais. Enfin, j'étais un peu novice dans les rouages de ce qui se fait pas, etc. Tu apprends au quotidien. Tu te rends compte qu'il y a des certaines sensibilités, pour pas dire susceptibilités. Il faut composer avec tout ça, quoi. Et mais là, en tout cas, ça n'a pas freiné mon attrait puis mon envie, puisque je vais clairement me représenter en 2026 avec l'envie puis l'idée de passer à l'exécutif, quoi. Ouais, trop bien. On entend souvent, mais je ne sais pas si ça t'a impacté ou pas, que quand on dirige une société, c'est pas forcément le meilleur des plans de faire aussi de la politique, enfin, de ne pas mélanger les deux axes. C'est quelque chose que tu ressens ou pas du tout, ou ça n'affecte rien ton entreprise ou tes clients ou ce genre de choses? Non, j'ai pas l'impression. Ouais. En toute honnêteté, c'est moins impactant. Ouais. Ils viennent en vacances. Ouais. Ils viennent pour du loisir. Et mon engagement politique, mais même peu importe où je me positionnerai sur l'échiquier, hein, je crois pas qu'il impacte les groupes qui viennent chez moi. Parce qu'à aucun moment on parle de politique, ou c'est très très rare. Donc non. Et puis j'essaye vraiment de séparer les choses. Trop bien. C'est quoi les thématiques ou les valeurs, vraiment les trucs profonds qui t'animent, autant parce que quand on fait, quand on est en politique, il y a comment dire ça, il y a cet aspect avec la politique, des fois, il y a un aspect qui peut être, c'est un engagement énorme. Moi, je suis pas mal de connaissances qui en font, ceux qui en font vraiment pour de vrai, c'est quand même un gros engagement. Il y a toute une partie aussi, il y a des étiquettes qui sont aussi vite mises sur le col. Ça peut aussi être un petit peu, des fois, un peu mal vu, ce monde politique, parce que c'est un petit peu comme les associations et tout ça. Des fois, c'est un petit peu de l'entre-genre, enfin, l'entre-soi et l'entre-genre, et voilà. Toi, concrètement, c'est quoi qui t'anime pour t'investir comme ça? La valeur politique qui m'anime le plus, moi, c'est vraiment le compromis. C'est le consensus, mais au sens helvétique de la chose. On le voit au niveau fédéral, on le voit aussi au niveau cantonal, mais au niveau communal, on a tendance à le sous-estimer. Mais il y a vraiment possibilité de trouver des solutions en mettant tous les partenaires ou tous les partis autour de la table. Ça s'est fait, ça se fera encore, même si en parallèle, c'est pas que ça me fait flipper, mais il y a une sorte de trumpisation un peu de la politique quand même qui arrive. Ah, intéressant. Et un peu à tous les niveaux quand même. Il faut arriver... Tu dis quoi quand tu dis Trump, qu'est-ce que tu sous-entends? Tu sous-entends un peu en mode rentre dedans et direct et un peu... Complètement, on met les pieds dans le plat et... on oublie les filtres, on oublie la bienséance. Ouais, ok. Et puis on y va avec quand même parfois des informations qui sont erronées, mais qu'on va marteler. Et puis, le citoyen lambda, curieux ou moins curieux, s'il entend 10 fois de 5 personnes différentes, « Ouais, mais c'est comme ça », alors que c'est faux, potentiellement, il va se dire « Ah, mais ça doit être comme ça ». Et moi, j'ai un monstre problème avec la désinformation. C'est quelque chose, mais ça me rend malade. Ouais. Et ouais, je comprends. Et nous, on est aussi touchés parce que du coup, on fait du marketing et de la communication. Et c'est clair que dans les stratégies, plus tu martèles un message, plus il dit un vrai ou plus. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un peu le problème, je pense, générationnel c'est toute la beauté de ce qu'on est en train de... Enfin, c'est toute la beauté et le malheur pour moi de ce qu'on est en train de vivre maintenant. La beauté, c'est que on a des facilités aujourd'hui de savoir ce qui se passe partout sur Terre, d'avoir l'information, même plus en attendant un chargement, c'est instantané. Mais à contrario, on devient complètement un peu flemmard de faire ses propres recherches et de se renseigner soi-même. Et moi-même, des fois, je prends un exemple tout bête. Des fois, le soir, je scrolle sur Instagram ou sur TikTok. J'arrive le matin à l'agence, je dis, vous avez vu cette news? Et sans me renseigner de savoir si ça a été généré par une IA ou si ça a été généré par
Et en fait, non. Et en fait, quand je vais faire mes recherches derrière, je viens de dire une grosse connerie et c'est une fake news énorme. Mais je me fais juste avoir par la bonne voix off qui a été mise sur la bonne vidéo. Et ouais, c'est vrai que c'est dangereux, ça. Oui. Si tu manipules ça, tu peux manipuler pas mal de choses. Ouais. Complètement. Et il y a un peu ce risque, et je leur dis même au niveau local, il y a un peu ce risque parce qu'il y a une grosse différence entre simplifier et vulgariser. Parce que des fois, il y a des messages qui sont compliqués, il y a des politiques qui doivent être mises en place qui sont pas abordables comme ça, parce que c'est d'un coup très technique. On peut simplifier, on peut vulgariser. Mais le risque et le glissement vers la mauvaise information, en fait, il existe. Et puis ça, je pense qu'il faut être vraiment attentif parce que c'est une atteinte à la démocratie. Vraiment. Et ça peut être une tentation de certaines personnes ou de certains partis de vouloir en tirer profit. Puis je pense qu'il faut faire gaffe avec ça. Très intéressant. Ouais, après, malheureusement, c'est ce qui arrive dans ce domaine-là, c'est ce qui arrive dans le business ou ce qui arrive dans tous les autres secteurs, c'est que on a généralement 5 à 10 ans de retard en Suisse. Et puis, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on s'inspire souvent soit des États-Unis, des Français ou des Anglais. Et puis, en fait, souvent, on rapatrie les méthodes et comment ça fonctionne. Mais pour les entreprises, c'est la même chose, hein. Il y a des choses qui existent aujourd'hui aux États-Unis que gentiment on commence à intégrer chez nous. Mais c'est aussi une sorte de protectionnisme qui est sain, d'être des fois un peu plus lent, comme on dit. On est bien d'accord. Oui. Mais parce qu'au moins, il y a une sorte de réflexion de dire est-ce que c'est bien d'intégrer ça de cette manière-là? Oui, non. Mais du coup, ça crée une latence entre des Américains qui testent tout de suite. Et nous qui attendons que les autres testent, analysons. C'est un peu ça. Quand même. Tu vois, non, mais c'est vraiment ça. Et donc, du coup, c'est dans le même domaine. Et par exemple, maintenant, les Français s'inspirent énormément de ce qui se fait aux États-Unis pour les campagnes, par exemple. En tout cas, nous, on le voit. Okay. C'est comme tu dis, plus tu fais de plateaux télé, plus tu rentres dedans, plus tu matraques le même message, sans forcément qu'il y ait il y a aussi tous ces discours qui sont très avec ces mots-clés. Ces fameux éléments de langage. Éléments de langage incroyables, qui en fait, quand tu essaies de disséquer, au final, ça veut presque tout dire et presque rien dire. Et du coup, c'est des équilibres qui sont... le choix et le poids des mots. Mais on est en gruyère et je crois on n'est pas à ce niveau-là de discussion. Non. Et je pense qu'on est encore dans le vrai. Et heureusement. Oui. Ouais. Ouais, trop bien. Je reviens un petit peu sur ton rôle. Ce rôle ambivalent, père de famille, entrepreneur, directeur de Viva Gruyère, politicien à côté. C'est un équilibre qui te convient bien aujourd'hui. Tu as trouvé un bon équilibre dans ta... Aujourd'hui, oui. Ouais. Okay. Aujourd'hui, oui. Ça fonctionne bien. Je leur dis, avec la jeune fille au père, ça nous a vraiment facilité les choses. C'est assez intéressant parce que t'entends des fois certaines personnes qui disent « Ouais, ça fait quand même beaucoup. » je veux dire, vous avez fait des enfants, c'est quand même pour vous en occuper. Ouais, jugeant, wow. Ouais. Depuis que ma grande est née, Charlotte a 7 ans, ça fait 7 ans, le jeudi, c'est bloqué pour mes filles. Voilà, moi j'ai mis ça en place. Alors bien sûr, quand je suis en pension et tout, mais c'est un jour où je me fais remplacer. Tu penses qu'il y a un décalage, ça, justement, entre comment c'était avant, je sais pas comment dire ça, comment c'était avant avec un des parents qui était à la maison et puis aujourd'hui la vie qu'on a et puis qu'on a les hommes et femmes ont un travail et puis tu penses qu'il y a un décalage, vous avez la chance d'avoir une fille au père quelque part. Tout à fait. Mais c'est aussi un choix qu'on a fait. Hein. Ouais. Mais Sylviane, mon épouse, elle s'épanouit dans son job. Ouais. Franchement, ça lui plaît à fond. J'aurais été qui de dire non, franchement, limite un peu, mais ça va ou bien. Ouais. C'était pas envisageable qu'on se restreigne parce que on a besoin, on se nourrit aussi de nos jobs. Par contre, on a une vie familiale, on est présent. C'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on n'est pas à la maison. Et elle a aussi un jour off avec les filles. Et c'est des jours qui sont sacrés, ils sont importants pour nous ces jours-là. Oui, puis je pense qu'il y a, je connais pas les chiffres de la famille, mais je veux dire, je pense qu'il y a aussi un besoin de travailler à deux. Je veux dire, c'est aussi, je veux dire, si tu veux pouvoir tourner aujourd'hui, il faut aussi avoir de salaire. Alors, tout à fait. C'est aussi compliqué pas tout le monde peut se permettre aujourd'hui de rester
7 jours sur Tout à 7 fait. à la maison, quoi. Mais là où j'aimerais rebondir, c'est que tu entends un peu des personnes qui disent « Oh, mais c'est parce que vous voulez partir X fois par année en vacances, c'est parce que vous voulez aller au resto, c'est parce que… » Non, c'est parce qu'on aime notre job. Et ça peut être simplement ça. Parce qu'on aime notre job, en fait. On s'épanouit dedans, on en a besoin. Avec du recul, du coup, t'es heureux d'avoir fait ce choix? Oui. Ouais, complètement. Ouais, je Toute la reviendrai pas. famille est bien avec ça, Oui, et puis ouais, oui. trop bien. Et puis, le fait qu'on en ait parlé, puis qu'on ait préparé ça en La amont, communication, hein. à fond. C'est, je pense, le mot qui génère le plus de soucis dans les relations entre personnes. C'est le manque de communication sur une situation, sur un héritage, sur une transition, sur une transmission. Donc, ouais. Et je te disais que ça avait été préparé en amont, mais on a même eu des discussions avant que ça se mette en place. On avait déjà ce genre de discussions. Elles n'étaient pas abouties, mais c'est pas tout d'un coup sorti de nulle part. Mais nos parents, ils nous ont pas convoqué un jour en disant « Ok, nous on pense arrêter, la boîte c'est qui? Toi ou toi ?» C'était déjà des discussions qui avaient lieu. Il n'y a rien qui arrivait par hasard. On était tous déjà un peu préparés. On a pu se positionner, chacun de son côté, etc. De manière tacite finalement. On le savait déjà que ça allait vraiment devenir un thème à un moment donné. Mais parce qu'on a cette liberté de parole dans la famille qui a toujours été présente. Ça, c'est trop. Et ça, c'est ultra important. Trop bien. Au niveau du, peut-être un petit peu plus de notre région, de la Gruyère, du canton de Fribourg, alors peut-être, première question, comment ça t'impacte? Et puis aussi, comment tu vois justement l'évolution qu'on a depuis pas mal d'années? Il y a des acteurs qui sont en train d'arriver, des acteurs importants qui arrivent dans la région. Il y a peut-être des centres de loisirs qui vont se construire. On a cité avant Charmey, il y a Bro qui est en gestation. Tu vois ça d'un bon œil? Ça t'impacte directement dans ton business, le dynamisme au final gruyérien? L'impact, il est positif. Ouais. Il est clairement positif parce que j'ai des clients qui ont entendu parler du projet Charlie pour la chocolaterie. Ils en ont juste entendu parler. Ils savent pas exactement ce que c'est. Ils y vont quand ils viennent en camp. Chaque année, ils y vont parce que les élèves changent. Ils trouvent ça génial. Puis ils disent « Ah, mais il y aura un truc encore plus grand, encore plus innovant, d'accord. encore plus… » Ouais. Et Donc ça, ton rayonnement, il est quand même très large. Ouais. Les gens qui viennent chez toi, ils peuvent aller jusqu'à Montreux, Lausanne. Alors, généralement, ils sortent pas tellement des frontières cantonales. Ah ouais, d'accord. Par contre, comme on est sur Charmey, ils font très clairement la chocolaterie Electrobras. Ouais. Ils vont au château de Gruyère. Certains, ils descendent quand même sur Bulle. Tout d'un coup, ils vont à la piscine de Bras. Donc, oui, ils bougent. Il y a une certaine mobilité. Moi, personnellement, je crois énormément à ce que tu viens de résumer, quoi, à cette mini Suisse, parce qu'on aura quand même dans quelques années le fromage, le chocolat, les montres, potentiellement encore. Complètement. Les lacs et les montagnes. Les lacs et montagnes, châteaux. Ouais, ça va être hyper chauvin quand je dis ça, mais… Ouais, non, mais la Gruyère, c'est une mini Suisse. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc très carte postale. J'avais une invitée qui venait de Genève dernièrement qui me disait « Ah, mais quand on arrive chez vous en train… » Puis on se rend même plus compte, en fait, mais c'est vrai que c'est magnifique. C'est beau, ouais. Complètement. Ouais. Donc toi, tout ça, c'est un impact évidemment carte postale hyper positif, quoi. Tout à fait. Et puis le fait que ça continue de bouger. Ouais. Et ça, les gens le ressentent. Mais à contrario, des fois, j'ai l'impression qu'on entend que le tourisme dans le canton est pas si simple à faire tourner avec aussi ce qui est des hôtels, ce qui est des nuitées, ce genre de choses. Je me rends pas bien compte de l'état actuel. Enfin, je prends un exemple tout simple, mais on a eu des fois quand tu vas en Autriche ou tu vas dans d'autres pays, tu as l'impression qu'il y a des infrastructures de dingue avec des hôtels un peu partout. Puis chez nous, tu as l'impression que c'est un peu différent. Alors, il y a une sous-dotation, on lit, dans le secteur hôtelier depuis quelques années. On l'a vu dans la ville de Fribourg avec la fermeture du NH, la fermeture du parc, où finalement, ils ont perdu des centaines de lits. Ouais. Là, maintenant, il y a ce gros projet au MIC à Marly, avec 120 chambres, un truc du style. Faut pas oublier qu'à Bulle, il y a le Marriott qui arrive aussi. Oui, c'est vrai. Il y a le D à la gare qui a ouvert il y a pas longtemps. On a l'Ibis, je vais pas tous les citer, mais mais on en a. Et puis ça va permettre d'augmenter le nombre de nuitées hôtelières. Maintenant, un autre problème qu'on a dans le canton de Fribourg, c'est de garder le touriste chez nous. Ouais. On avait, je crois, l'année passée, 1,6 nuits en moyenne passées pour les touristes qui viennent dans le canton.
c'est pas assez. Ah ouais. On n'arrive pas à les garder. Puis ça veut dire que là, il y a un gros travail de coordination. On doit se Entre les acteurs. Ouais, on doit se les passer. Ouais. Ils sont à Molaison une journée, ils doivent venir à Charmey, on doit les envoyer au Lac Noir. Allez voir Mora, vous êtes allés, il faut qu'on se les passe en fait. Il faut qu'on les garde. Et ça, actuellement, c'est je pense, le plus gros défi. Il y a d'autres cantons qui le font bien ou qui arrivent enfin, dans le sens que le côté un peu le côté passe fribourgeois, enfin le côté un petit peu bienvenue dans le canton, restez chez nous. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a 13 régions touristiques en Suisse, et puis la nôtre, c'est la plus petite. D'accord. Et ce qui est chouette, c'est que tout est pas si éloigné, tout est proche, mais ça veut aussi dire que tu peux faire 2-3 activités dans la même journée, avec peu de déplacements, ce qui est très apprécié, mais potentiellement, tu auras fait le tour plus vite aussi. Ouais, donc en une semaine, il faut déjà avoir une bonne quinzaine, vingtaine d'activités. Quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en une semaine, selon ton public qui vient, mais si c'est un public qui est consommateur d'activités, d'expériences et tout, waouh, sur 5, 6, 7 jours, faut les occuper, il faut les trouver. Mais il y a cette possibilité. Et là, je pense qu'il y a vraiment ce travail que l'Union fribourgeoise du tourisme mène, que la Gruyère Tourisme au niveau de la région mène aussi. Mais là, il faut qu'on soit encore plus fort pour justement les garder chez nous, ces touristes. Toi, avec Viva Gruyère, du coup, tu dois, entre guillemets, un petit peu prospecter, aller les chercher, ou tu as des clients historiques qui viennent depuis 20 ans et puis du coup, il y a un roulement qui se crée comme ça? Alors, j'ai des clients historiques qui étaient avec mes parents. Certains, ça doit faire, je pense, 15-20 ans qui viennent et c'est toujours la même semaine. Ils veulent cette semaine-là, etc. C'est génial. Et c'est génial parce qu'il y a des relations qui se nouent, il y a une confiance mutuelle qui se met en place. Et puis, pour ton esprit, tu sais que cette semaine-là, de toute façon, elle est OK. Ah ben, ce qui est déjà booké à l'avance, c'est toujours bien. Hein. Ouais. Et ça, c'est vraiment important, mais il y a le revers de la médaille. Sur l'été, j'ai 4 ou 5 semaines, de début juillet jusqu'à début août, qui sont historiquement bloquées. D'accord. Parce que j'ai des clients qui viennent, qui reviennent. Ouais. Là, on m'a demandé récemment de signer les contrats 2028, 2029 Ah ouais, carrément. pour être sûr que ce soit booké, alors que dans ma tête, je sais très bien que cette semaine, elle est pour eux. Ouais. C'est génial. Le revers de la médaille, c'est que ça laisse pas la possibilité à un nouveau groupe intéressé de venir à cette période-là. De découvrir aussi. Exactement. Ouais. Et puis, je me dis, chaque fois, je le dis, quand il y a des demandes d'offres, et puis j'ai le calendrier en ligne, ils peuvent voir que c'est occupé, mais ils posent quand même la question, ouais, on a vu que c'était déjà bloqué pour 2028, mais je dis, écoutez, c'est des clients qui viennent et reviennent. Cette semaine, elle est un peu pour eux, quoi. Ouais. Ils disent, mais c'est génial pour vous, par contre, c'est dommage pour nous. Ouais. Et effectivement, et là, c'est un petit risque, entre guillemets, c'est que tout d'un coup, pendant 3, 4, 5 ans, tu as répondu non à des dizaines de demandes. Puis d'un coup, si eux, ils arrêtent, voilà. Et puis tu peux être sûr que c'est la même année que tu as 2 ou 3 groupes en même temps qui décident d'arrêter parce qu'ils veulent peut-être changer d'environnement, mais ils veulent aller changer de région, etc. Et là, tu peux te retrouver coincé avec 3 semaines qui sont ultra demandées, qui le seront peut-être moins, parce que finalement, tu as dit non 20 fois auparavant. Ouais, c'est parce le que risque. tu restes lié à 4 murs avec des places disponibles et il y a plusieurs contraintes. Ouais, je vois. Ouais. Comment dire ça? Tes forfaits ou tes offres concrètement, ça va de quoi à quoi pour que je comprenne? Il y a le côté juste bienvenue chez vous et puis justement, comme tu disais avant, on donne les clés et puis voilà. Il y a le côté on vous fait à manger. Tu crées c'est quoi l'étalage au final de tes produits ou tes services? Il y a 2 grandes offres. Si je prends la grande colonie, la petite, la résidence, c'est pour 15 personnes. Là, je fais pas manger dedans parce que ça s'y prête pas, même si la cuisine est équipée semi-professionnelle. Vraiment, la petite, la résidence, en gros, c'est de la location pure. Donc, c'est accueil des gens, donner les clés, les explications, etc. Si vous avez un problème, vous m'appelez. Puis tu repasses en fin de séjour, généralement toujours au milieu de séjour pour voir que tout se passe bien, puis en fin de séjour, tu récupères. Ça, c'est vraiment l'offre de la résidence. J'ai beaucoup d'institutions avec personnes porteuses de handicap qui viennent parce qu'on a un rez-de-chaussée qui est équipé pour la mobilité réduite. Ça, c'est hyper apprécié. Dans la grande colonie, les 2 possibilités, c'est soit de la location en gestion autonome. Ils viennent avec leur équipe de cuisine. Ils veulent le bâtiment et c'est tout. Typiquement, un camp de ski d'école, c'est un peu ça, je pense. Non. Ah non, paradoxalement pas. Ah ouais, ok, d'accord. Sur les camps scolaires, de plus en plus, en fait, ils demandent la pension complète. D'accord, ok. Par contre, sous les périodes de vacances, là, les associations, ils ont leur équipe de cuisine, etc., qui viennent avec. Et puis, donc, il y a soit la gestion autonome, soit la pension complète, où là, je fournis effectivement un petit déjeuner, dîner, souper. Et puis, il y aurait l'étape d'après. L'étape d'après, et j'ai un collègue qui le fait à Breux, c'est de proposer le service d'animation
qui va avec. Ouais. C'est-à-dire un camp J'allais faire le lien entre ce qu'on discutait avant et ça, parce qu'effectivement, il y a autant à l'interne qu'avec des partenaires externes, j'imagine. Et là, j'ai quelques établissements genevois qui sont un peu plus habitués à fonctionner comme ça, qui parfois me demandent, mais vous nous faites le programme? Ouais, mais je vois tout à fait parce que ça répond à ce que tu disais avant. Il faut les occuper. Puis il faut les occuper complètement. Tu prends soit dans les murs, soit à l'extérieur des murs. Tout à fait. Alors, j'en suis pas là parce que je suis seul. Ouais, bien sûr. Dans la boîte. Ouais. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui me titille. Je me suis déjà posé plusieurs fois la question. Après, je sais que c'est pas facile à mettre en place. Parce qu'il y a les plans A, beau temps, plan B, etc. Tu es dépendant d'autres personnes. Et je vais être honnête, actuellement, de ne pas avoir trop de personnes dont je dois me soucier. C'est un luxe. Ouais, il est peut-être temporaire, mais actuellement, je trouve que c'est un luxe et il fait du bien finalement. Parce que tu te concentres sur l'essentiel. Ouais. Mais c'est un potentiel de développement qui est présent. Parce qu'au final, c'est une sorte de Netflixation de l'expérience client, si tu veux bien. C'est qu'on veut se poser, puis on veut que les choses se déroulent. Et ça, c'est un truc, c'est des effets qui sont de plus en plus présents partout. Enfin, tu prends n'importe quel secteur, on veut que l'effort soit réduit. Et c'est du coup hyper intéressant. Ouais. Après, je l'entends parce que je le vis, c'est quand je les vis avec les enseignants, enseignantes qui passent une semaine. Des fois, c'est des petits poulets qui ont 6, 7 ans, 8 ans, c'est les premiers camps. Ça se lève tôt le matin, ça se couche tard le soir, ça fait des rappels durant la nuit, etc. Après une semaine, ils sont un peu sur les rotules. Et puis honnêtement, c'est clair, quoi. Donc, s'ils doivent, en plus de ça, gérer toutes les activités, les animations, etc., ça peut être assez prenant. Par contre, toute cette préparation, généralement, elle se fait en amont. Ils débarquent pas acharnés en se disant... les horaires des télécabines, vous savez. Non, ça a été préparé en amont. Et certains, ils ont besoin de garder la mainmise sur leur programme, justement pour avoir des plages où ils permettent aux enfants de souffler. Ouais. Et puis, je parlais tout à l'heure du terrain qu'on a autour. Je veux dire, moi, j'ai un terrain de foot, un terrain de beach volley, un terrain de basket, les pistes de pétanque. Ouais. C'est énorme. Donc, certains camps qui ont aussi des budgets qui sont moins importants pour le loisir, ils restent sur place. Ouais. Et ils s'occupent autour de la maison. Ouais. Et ça fonctionne aussi. T'as une salle de gym puis qui fait beau dehors, enfin dans le sens t'as toute une expérience sportive. C'est exactement ça. T'as encore la nature à côté, t'as plein de... Et puis vite un peu de rando et puis ils vont éventuellement mini-golf, c'est pas trop coûteux. Mais il y a vraiment de quoi faire. Et derrière, je me dis, ok, je peux mettre en place cette offre où il y a les activités, il y a les animations, c'est-à-dire avec des prestateurs, c'est-à-dire avec des moniteurs, etc. Peut-être ça marcherait. Honnêtement, peut-être ça marcherait. Mais en fait, il faut le vivre pour savoir. Quoi. Clairement. Et quand tu disais en préambule, il faut oser, moi je pense qu'il y a un moment où je me dirais, là c'est le moment d'oser. Il faut oser maintenant, vas-y, bouge-toi. Trop bien. On arrive à la fin du podcast déjà, c'est passé vite. Je termine toujours par la même question à tous mes invités. S'il y avait quelque chose qui te tient à cœur, un message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait lequel? De pas être si pessimiste. Il y a des choses qui vont pas si mal, on n'en parle peut-être pas assez. Mais malheureusement, les mauvaises nouvelles font beaucoup plus vendre que les bonnes. Exactement. Mais c'est un très beau message. Ne soyez pas trop pessimiste. Magnifique. Merci beaucoup. Un grand merci à toi, Maxime. À bientôt. À tout bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices. Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao!